Bonjour. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de probabilité, comment on peut l'utiliser dans le machine learning, dans un réseau de neurones. D'accord. Donc, on va continuer un peu dans la lecture du livre. D'ailleurs, que vous pouvez trouver au format soit numérique, soit papier, puisque on peut l'acheter aussi, comme on peut l'imprimer. Donc, aujourd'hui, on va donc parler de probabilité, de théorie de probabilité, qui joue un rôle très intéressant en machine learning. Donc, on va parler de probabilité à partir du livre de Christopher Bishop, donc Pattern Recognition and Machine Learning. Mais vers la fin, surtout vers la fin, on va passer à certains aspects un peu de deep learning and architectures, donc de vidéo câlin, mathematical approach. Donc, on va aussi voir comment il utilise les probabilités. Voilà donc le premier livre. Le deuxième. Donc là, pour introduire la notion de probabilité ou le concept de probabilité, nous allons utiliser cet exemple présenté dans le livre. Donc, nous allons utiliser deux boîtes, une boîte rouge, une boîte bleue, avec des pommes en vert et des oranges. Vous voyez un peu comment ils sont répartis, les pommes et les oranges, sur les deux boîtes. Nous allons, en réalité, pour les expériences, utiliser deux boîtes similaires, comme les oranges, on considère que les oranges et les pommes sont similaires dans une boîte. On peut considérer pour notre expérience que nous avons deux boîtes rouges similaires, c'est-à-dire contiennent le même nombre de pommes et d'oranges, et puis trois boîtes bleues aussi similaires, identiques. Si on veut parler de probabilité, il y a le concept de hasard. Donc, on suppose que d'une manière aléatoire, par exemple, on tire une boîte. Donc, on suppose que nous avons la possibilité de tirer une boîte aléatoirement, c'est-à-dire sans la choisir d'une manière déterminée. Et on peut aussi tirer un fruit. On peut aussi imaginer qu'il s'agit de boules, orange et verte. Mais donc, restons avec des fruits. Pour introduire les probabilités, nous allons dire que nous avons deux variables ici, les variables boîte et les variables fruits. Si on suppose que les fruits et les boîtes tout d'abord et puis les fruits à l'intérieur des boîtes sont identiquement distribués, qu'il n'y a pas de préférence pour un fruit et qu'on est un peu dans l'aléatoire parfait, la probabilité de tirer une boîte rouge, il est égal à 4 sur 10, et la probabilité de tirer une boîte bleue, elle est de 6 sur 10. Nous allons donc noter B égale à R, donc B c'est donc la variable aléatoire qui correspond aux boîtes. Donc la probabilité de B égale à R, donc de la boîte soit rouge. Donc R, c'est la valeur, c'est une valeur de la variable B, donc rouge, R, et B veut dire bleu. Donc la probabilité de tirer une boîte rouge, donc P de B égale à R, égale à 4 sur 10. Et puis la probabilité de B égale à B, donc tirer une boîte bleue, elle est égale à 6 sur 10. Donc là, bien sûr, on va introduire la notion de probabilité d'une manière un peu informelle. Donc, on ne va pas considérer les événements, les mathématiques derrière les axiomes. On va juste essayer de comprendre pour ceux qui ont quelques difficultés à un peu utiliser les probabilités. On va les introduire, comme j'ai dit, d'une manière un peu informelle. Voilà, donc la probabilité de tirer une boîte bleue, elle est égale à 6 sur 10, et la probabilité de tirer une boîte rouge, elle est égale à 4 sur 10. On remarque que les probabilités se trouvent toujours dans l'intervalle 0,1, et puis, comme c'est le cas ici, les probabilités sont mutuellement exclusives, donc la somme des probabilités, par exemple la somme de B égale à R et
B égale à B, bleu, égale à 1. C'est-à-dire la probabilité de tirer une boîte rouge plus la probabilité de tirer une boîte bleue égale à 1. Et en termes de probabilité, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions. Par exemple, quelle est la probabilité de tirer une pomme, quelle que soit la boîte? Donc, quelle est la probabilité, disons, globale de tirer une pomme, sachant que j'ai les 5 boîtes disponibles. Et puis, autre question que l'on peut se poser aussi, si jamais on tire une orange, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une boîte, par exemple, que la boîte soit bleue? Voilà, donc c'est ce genre de questions que la théorie de probabilité nous permet de se poser. Et là, entre parenthèses, ça va ressembler après à dire quelle est la probabilité d'avoir donc de tel poids, sachant que la sortie d'un réseau de neurones est égale à 0,8. Quand vous voyez un petit peu comment on va pouvoir utiliser les probabilités ou les approches stochastiques ou bayésiennes avec le machine learning. Donc, en considérant un exemple un peu plus général, on considère que nous avons 2 variables aléatoires x et y, donc une variable aléatoire x et une variable aléatoire y, comme par exemple x, ce sont les boîtes et y, ce sont les fruits, orange ou pomme. X peut prendre une valeur xi avec i égale à 1 jusqu'à m. Donc, on suppose ici, dans ce cas un peu plus général que celui d'avant, que la variable x prend les valeurs x1, x2 jusqu'à xm, majuscule, et puis y peut prendre des valeurs yj, donc pour g égale à 1 jusqu'à l, donc y1, y2 jusqu'à yl majuscule. Et supposons que nous allons opérer n essais. Nous allons donc tirer n fois les exemples de variables x et y. Donc, la question que l'on va se poser à chaque fois, c'est quelle est la probabilité d'avoir xi et quelle est la probabilité d'avoir yi, puisque x et yi sont les valeurs qui peuvent être prises par la variable aléatoire x et y. Donc, on peut introduire les probabilités en disant que donc une probabilité d'un événement, c'est un petit peu sur n essais, c'est un peu la proportion de fois où xi se réalise. Comme ici, nous avons dans le tableau ici, donc vous avez yi et xi, donc c'est un tableau où on met sur chaque ligne une des valeurs possibles pour la variable y et les colonnes sont constituées par les valeurs possibles pour la variable x. Et dans chaque cellule, on met le nombre de fois où nous avons donc la variable à la fois yj et xi et yj. Nij, c'est quoi? C'est le nombre de fois où on réalise la valeur xi pour la variable compte x et la valeur yj pour la variable compte y. Le ci que vous voyez ici, c'est l'ensemble de fois où l'on réalise xi, indépendamment de yj. Et rj, c'est quoi? C'est le nombre de fois où l'on réalise yj indépendamment de xi. C'est-à-dire, c'est la somme des n et j. Donc, rj, c'est quoi? C'est la somme de n et j pour j, bien sûr fixé, mais i, il varie de 1 jusqu'à grand M. Et ci, c'est quoi? C'est la somme des NIJ pour J allant de 1 jusqu'à L majuscule, mais pour I fixé. Donc, on dit que la probabilité, regardez ici, donc la probabilité pour X égale à XI, Y égale à YJ, qu'on appelle d'ailleurs la probabilité conjointe, joint probability, pour X égale à XI, de X égale à XI et Y égale à YJ, elle va être égale au nombre elle est égale à N I J
d'accord? Mais après, on verra, il faut diviser par n majuscule. On divise par n majuscule pour trouver la probabilité, pour qu'on parle en termes de probabilité. Mais sinon, là, c'est un peu le nombre de fois où on a à la fois x et y. Et normalement, moi j'ai dit probabilité quand je divise par n, mais en supposant que n tend vers l'infini. Implicitement, on va considérer que n est très très grand pour que la proportion ou la fréquence, donc nij divisé par n majuscule, s'approche de la probabilité d'avoir à la fois xi et yj. P de x égale à xi, c'est tout simplement ci divisé par n. Mais bien sûr, comme j'ai dit, on suppose que n est très grand, n tend vers l'infini. Donc voilà, et la probabilité de x égale à xi, elle est égale à quoi? Elle est égale à, pour j égale à 1 jusqu'à L, de P de x égale à xi, y égale à yj, c'est ce que j'ai dit ici. Donc, c'est la somme de tous les termes qui sont là, divisé par n, donc la somme des probabilités. Et on l'appelle la probabilité marginale, puisque dans ce tableau, elle va être sur la marge. On va la mettre par exemple ici. CI, elle est sur la marge, elle est là. Si on considère Y, elle va être là, donc RJ. La probabilité pour Y égale à YJ, elle va être ici, donc sur cette colonne. Donc, pour J égale à 1, J égale à 2, jusqu'à J égale à L. Donc, en résumant, nous avons les deux la règle de la somme des probabilités et la règle du produit des probabilités. La probabilité de x, ou alors la probabilité pour que x soit égal à xi, mais on fait abstraction de cette notation. Donc, la probabilité de grand X, elle est égale à la somme des probabilités non conjointes, Px, Y, mais pour Y, prenons toutes les valeurs possibles pour la variable aléatoire Y. Et puis, nous avons aussi la deuxième règle, P de X, virgule Y, ce qui veut dire que la probabilité d'avoir à la fois X et Y, elle est égale à la probabilité d'avoir conditionnel, donc d'avoir de y sachant x fois la probabilité de x. Pxy, c'est la probabilité conjointe, ça veut dire la probabilité d'avoir à la fois x et y, et py sachant x, c'est la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité d'avoir y given, sachant, étant donné x. Et p de x est donc la probabilité de x, quel que soit y, indépendamment de y. On avait déjà dit qu'il s'agit de la probabilité marginale. C'est tout simplement la probabilité de x. Nous avons aussi le théorème de Bayes qui est très intéressant et très utilisé en machine learning. Nous en aurons besoin très souvent. Qu'est-ce que dit ce théorème? Le fait qu'on ait la probabilité de x, y égale la probabilité de y, virgule x, puisqu'il s'agit de probabilité de x et y, donc la probabilité conjointe. Et puis, en utilisant un peu la règle de multiplication des probabilités, nous obtenons que la probabilité de y étant donné x, ou bien sachant x, elle est égale à la probabilité de x sachant y fois la probabilité de y divisée par la probabilité de x. Puisque probabilité de y sachant x fois probabilité de x, elle est égale à la probabilité de x sachant y fois la probabilité de y, et puis on divise par la probabilité de x, on obtient le théorème de Bayes, qui paraît simple, mais qui joue un rôle très, très, très intéressant, parce qu'il permet d'inverser un petit peu la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité, on écrit la probabilité d'avoir y sachant x en fonction de la probabilité d'avoir x sachant y. C'est très fort comme résultat, comme outil. On peut aussi écrire ça sous la forme la probabilité d'avoir y sachant x égale à la probabilité de x, un peu comme ici, sachant y, fois la probabilité de y, mais divisé par la somme de la probabilité sur y de la probabilité de x, y fois p de y. Parce que finalement, ça, ce qui est au dénominateur, il est égal à la probabilité
de X. Voilà, donc le théorème de Bayes joue un rôle central dans le pattern recognition, et dans le machine learning, et dans l'intelligence artificielle d'une manière générale, et dans dans les processus stochastiques, etc. Donc, c'est dans beaucoup de domaines de mathématiques et de ses applications. Revenons à notre exemple de départ. Là, nous avons, comme on a dit, nous avons 5 boîtes, 2 boîtes identiques rouges, donc identiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent la même distribution de fruits, de pommes et 6 oranges. Et puis, nous avons 3 boîtes bleues de la même manière avec le même contenu en pommes et en oranges. Et nous supposons que nous avons la sélection, l'événement sélection d'une boîte est aléatoire. Et puis, une fois que la boîte est sélectionnée, la sélection d'un fruit est aussi aléatoire et identiquement distribuée, indépendant. Donc, cela va nous permettre de dire que P de B égale à R, ça on l'a déjà vu, la probabilité pour B égale à d'avoir B égale à R, elle est égale à 4 sur 10, donc 0,4. Et la probabilité d'avoir B égale à B, donc une boîte bleue, elle est égale à 6 sur 10, donc 0,6. Nous avons aussi les 4 probabilités conditionnelles. La probabilité de tirer un fruit égale apple, donc pomme, sachant que B égale à R, voilà, rouge, donc là, elle est égale à 1 sur 4, puisque nous avons 8. Nous avons 8 fruits et 2 pommes. Donc 2 sur 8, ça va faire un quart. Donc 0,25. La probabilité de tirer une orange, sachant que la boîte est rouge, donc regarde, on concentre sur une boîte rouge, on le voit de 2 manières, il est égal à 3 quarts, donc on peut le voir ici, 3 sur 4. On voit aussi que la probabilité, donc la somme des 2 probabilités, est égale à 1. La probabilité de tirer un fruit égale apple, donc pomme, sachant que maintenant la boîte est bleue, c'est 3 quarts, et puis la probabilité de tirer donc un fruit orange, sachant que la boîte est bleue, c'est 1 quart. Donc, parce que nous avons orange seul. Donc, je fais la somme, je trouve 1. Maintenant, quelque chose d'un peu plus compliqué. Quelle est la probabilité de tirer je suppose que j'ai toutes les boîtes à portée, mais cachées, et que je vais tirer donc, un fruit d'une manière aléatoire, sans information supplémentaire. Donc, quelle est la probabilité de tirer une pomme? Donc, la probabilité de tirer une pomme, elle est égale à la probabilité de tirer une pomme, sachant que la boîte est rouge, fois la probabilité que la boîte soit rouge, plus la probabilité de tirer une pomme, sachant que la boîte est bleue, fois la probabilité d'avoir une boîte bleue. Donc là, on a utilisé les règles qui ont été présentées avant. Et donc, c'est 1 quart fois 4 sur 10, plus 3 quarts fois 6 sur 10, et ça va donner 11 sur 20. Donc, 6 sur 10, c'est la probabilité d'avoir une boîte bleue, et 4 sur 10, c'est la probabilité d'avoir une boîte rouge. Et puis, la probabilité d'avoir une pomme, sachant que la boîte est rouge, elle est égale à 4 dixièmes. Et puis, la probabilité d'avoir une pomme, sachant que la boîte est bleue, égale à 3 quarts. Et puis, maintenant, si au lieu de tirer, de calculer la probabilité de tirer une pomme, on veut calculer la probabilité de tirer une orange. Dans ce cas, il suffit de soustraire la probabilité de tirer une pomme de 1, puisqu'on sait que la probabilité de tirer une pomme
plus la probabilité de tirer une orange égale à 1. Donc, c'est 1 moins 11 sur 20, c'est 9 sur 20. Maintenant, on inverse un petit peu la question. Donc, ce qui rend donc le théorème de Bayes utile et intéressant. Quelle est la probabilité que la boîte soit rouge, sachant que j'ai tiré une orange? Donc, quelle est la probabilité que la boîte soit rouge? D'accord. Donc, nous avons les boîtes qui sont cachées, qu'on ne voit pas, mais accessibles, et ils sont répartis, ils sont distribués d'une manière aléatoire. Je ne peux pas savoir où se trouvent les boîtes rouges ni les boîtes bleues. Je tends ma main et je tire un fruit. Si le fruit est une orange, quelle est la probabilité que la boîte est rouge? Donc, entre parenthèses, là, j'ai la sortie d'un événement, d'une action, d'une opération, et je veux déterminer un peu disons, d'une certaine manière, le modèle, où est-ce que je me trouve, quelle est la boîte, comment sont organisés, parce que la boîte, ça me donne une idée de l'organisation des fruits, des données dedans. Voilà, donc la probabilité de B égale à R, donc la boîte soit rouge, sachant que j'ai tiré une orange, elle est égale à la probabilité, regardez là, on va utiliser donc, la probabilité inverse, elle est égale à la probabilité que le fruit soit une orange, sachant que la boîte est rouge, fois la probabilité d'avoir une boîte rouge divisée par la probabilité d'avoir un fruit égal orange. Et ça, on peut les calculer. Donc, nous avons 3/4 fois 4 sur 10 fois 20 sur 9. Donc, 3 sur 4, c'est cette probabilité. Fruit égale orange, sachant que la boîte est rouge. Donc, celle-là, je prends celle-là, je vais trouver 3/4. Parce que les oranges, j'en ai 6 sur 8, donc c'est 3/4. Probabilité boîte égale R, donc rouge, boîte rouge, c'est 4 sur 10. Et puis, divisé par la probabilité F égale O, c'est probabilité F égale orange, c'est 9 sur 20. Donc, quand je divise, donc je multiplie par l'inverse. Et ça va me donner 2/3. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. La probabilité que la boîte soit rouge, sachant que j'ai tiré une orange, c'est 2/3. Et puis, maintenant, la probabilité que la boîte soit bleue, sachant que j'ai tiré une orange, c'est 1 moins le résultat que je vais ici, donc c'est 1/3. Puisque les deux probabilités doivent sommer à 1, doivent avoir la somme égale à 1. OK, donc, je vais traduire ça. On parle de la probabilité antérieure, qui veut dire quelle est la probabilité. Par exemple, supposons que je n'ai pas tiré de pomme, rien fait, je n'ai pas tiré de fruits, et je me pose la question, quelle est la probabilité d'avoir B égale à R? Quelle est la probabilité que B soit égal à R? Donc rouge, boîte rouge. Nous aurons évidemment donc 4 sur 10, puisque nous avons 2 boîtes rouges. Donc, sans information supplémentaire, donc prior probability, c'est donc la probabilité avant d'observer les données, on va observer le fruit, elle est égale à à 2 sur 5 ou à 4 sur 10. Après, maintenant, puisque j'ai tiré un fruit, que j'ai trouvé que le fruit est une orange, alors j'ai beaucoup plus d'informations qu'avant. Et on appelle ça posterior probability, donc la probabilité postérieure. La posterior probability, c'est la probabilité que j'ai de la probabilité que la boîte soit rouge, mais après avoir tiré une orange. Donc, c'est 2/3. Donc, ce n'est plus 4 sur 10, mais c'est 2/3.
Voilà. Maintenant, on revient un peu à ce que nous avons vu avant, les réseaux de neurones. Et quel est le lien entre les réseaux de neurones et la théorie des probabilités? On va prendre un exemple de classification. On avait commencé dans le livre par la régression. On va revenir à la régression. Donc, imaginez qu'ici, je vais parler de classification. On va revenir à la régression après. Mais supposons que nous souhaitons déterminer si une image ici est un chien ou un chat. Un chien ou un chat. Normalement, on va coder les chats, par exemple, dire que les chats c'est 0 et les chiens c'est 1. Et qu'est-ce qu'on fait? On entre l'image de chat qui va nous donner un vecteur et on va sortir ici une probabilité que ce soit un chat ou un chien. Et pour simplifier, on ne va pas dire est-ce que c'est un chat ou un chien, on va juste dire est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un chien. Voilà, disons est-ce que c'est un chien. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas un chien, c'est un chat. Donc, un réseau de neurones, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un réseau de neurones qui classifie, par exemple, les chats des chiens? On va lui demander de nous donner une probabilité que ce soit un chat ou un chien. Un cas un peu plus compliqué, mais c'est une généralisation de la classification qui utilise une probabilité à la sortie. Et supposons que nous ayons que nous voulons classifier des images de 4 animaux, des chats, des éléphants, des chevaux et des chiens. Comment on va procéder? Donc, nous allons créer un réseau de neurones comme celui-là. Dans ce réseau de neurones, nous allons à chaque fois entrer l'image sous forme d'un vecteur, l'image de l'animal, donc la photo. Et puis, la photo va progresser et à la sortie, avant la sortie, c'est-à-dire ici, l'avant-dernière couche va contenir 4 neurones. Pourquoi? Parce que nous avons 4 possibilités. Et après cette couche, nous allons utiliser une couche softmax layer. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir à la fin des nombres qui sont compris entre 0 et 1 et qui ont comme somme 1. Parce qu'on suppose que les probabilités sont exclusives. On ne peut pas avoir à la fois un chat et un éléphant. Donc, si c'est un chat, c'est que ce n'est pas un éléphant, ce n'est pas un cheval et ce n'est pas un chien. Nous allons revenir après dans des séances à ce réseau de neurones. Et surtout, lorsqu'on va s'intéresser un peu à comment l'information traverse le réseau de neurones. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons un résumé presque idéal de toute l'information qu'on a ici. Parce que là, on entre une image, et il faut que l'image évolue, donc il y ait des combinaisons d'informations, de la réduction d'informations, d'accord, et des séparations aussi pour avoir des informations qui peuvent discriminer les chats, des chiens, des chevaux, des éléphants. Et ici, donc, on a une très bonne représentation de données qui, une fois transformées avec la fonction softmax, transformées en probabilité, vont nous permettre d'identifier les chats, les chiens, les éléphants et les chevaux. Comment ça va se passer? Ça, c'est un exemple. Supposons que on entre ici l'image d'un éléphant. Donc, l'image d'un éléphant va me donner un vecteur en entrée. Ça dépend bien sûr de la résolution que je vais utiliser pour les images. Si c'est par exemple 32 x 32 pixels, et si c'est en noir et blanc, pas en noir et blanc, au niveau de gris,
ça va me donner un vecteur de 1024. 1024, c'est-à-dire 32 fois 32 pixels. Donc, 1024 composantes. Donc, x0, c'est un vecteur. Là, j'ai mis 9, x1 jusqu'à x9. Et bien sûr, si c'est 32 fois 32, ça va être x01 jusqu'à x0 1024. Et puis, bien sûr, ça dépend de l'architecture du réseau de neurones. Les données vont traverser les couches jusqu'à venir ici. Et là, je vais avoir des nombres réels qui peuvent être même des nombres négatifs. On aurait pu avoir ici un nombre négatif. Mais tout dépend du choix du réseau de neurones. Est-ce que quelque part on va normaliser, on ne va pas normaliser, on va… Or, il y a beaucoup de possibilités qu'on verra après. Est-ce qu'on va appliquer une relue? Dans ce cas, on n'aura pas de nombre négatif, mais juste un nombre positif. D'accord, mais ça, on y reviendra après. L'essentiel, c'est qu'on entre une image, elle traverse le réseau de neurones, et après, elle va me donner vers l'avant-dernière couche de 4 neurones avec 4 nombres. Et après, j'applique la softmax pour avoir donc une distribution de probabilité. Et donc, vers la fin, j'ai voilà, des nombres qui somment à 1. D'accord. 0,01, 0,79, 0,03 et 0,18. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je vais calculer. Donc, ça, c'est Z1, ça, c'est Z2, Z3 et Z4. Là, ça me donne 114 pour cet exemple, pour l'éléphant. Et puis, l'exponentielle Z1. Z1, c'est 0,2. Il est égal à 1,22. Et donc, Y1, c'est-à-dire, ça, c'est Y1, ça, c'est Y2, ça, c'est Y3, et ça, c'est Y4. Voilà. Donc, on a calculé Y1 qui est égal à 0,01. Bien sûr, on peut aussi, de la même manière, calculer Y2, Y3 et Y4. La même formule. Donc, c'est ça la softmax. Ce qui va donner un vecteur Y, donc 1. Or, nous, on sait que c'est un éléphant. Donc, normalement, on s'attendait à avoir T égale à 0, 1, 0, 0. Donc, voilà ce que nous avons obtenu. Et voilà ce à quoi on s'attendait. Normalement, bien sûr, c'est juste un exemple. Donc, ici, on n'a pas fait les calculs parce qu'on n'a pas encore déterminé ni les poids, ni… C'est juste pour illustrer un peu la technique. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut utiliser une fonction de perte, une fonction objective. Pourquoi? Pour corriger les poids de manière à avoir un Y qui soit le plus proche de T. Normalement, on devrait avoir beaucoup d'images et à chaque fois, on sélectionne une image, on la fait entrer, on voit la sortie, on calcule la loss function et puis on met à jour les poids et on recommence. Donc, on fait ça plusieurs fois, donc, en plusieurs itérations. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pouvoir définir quelque chose qui calcule la distance entre le Y qui sort du réseau de neurones et le T auquel on s'attend. Là, mais c'est fait juste les données. Vous voyez que là, nous avons 0,5. Déjà pas mal. Ça me donne une idée. Donc, j'aurais pu dire, voilà, utiliser le argmax et dire que la valeur maximale, je la remplace par 1 et les autres. Mais ce n'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la softmax. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est la cross-entropie, qu'on ne va pas introduire aujourd'hui, puisque l'heure est déjà passée. Mais je vais donner juste une idée de ce qu'on va voir la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, nous allons essayer de définir une distance entre le Y et puis, pourquoi on a une fonction, c'est pour la minimiser.
souhaite, c'est pouvoir réduire l'écart entre les Y et T. Donc, une distance entre Y et T revient à dire, et c'est pour ça qu'on a introduit aujourd'hui les probabilités, que comme le réseau de neurones va à chaque fois me donner une distribution de probabilité qu'on va noter Q, et moi je dispose d'une distribution de probabilité P, d'accord? P, c'est la probabilité, et donc c'est la valeur de probabilité. Quand j'ai une image, par exemple, quand je mets éléphant, alors j'ai 0, 1, 0, 0. Si je mets un chat, je vais avoir 1, 0, 0, 0. Si je mets un chien, je vais avoir 0, 0, 0, 1, etc. Donc ça, c'est un peu la description de probabilité à laquelle je m'attends, exact, entre parenthèses. Mais le réseau de neurones ne va pas me donner 1, 0, 0, la valeur à laquelle je m'attends, il va me donner une valeur proche. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais choisir ou bien je vais ajuster les poids, les W1, W2, W1, W2, W3, de manière à ce que les deux probabilités, donc je dois définir une distance entre deux distributions et deux distributions de. Comment faire ça? On va utiliser Kullback-Leibler, qui est défini comme ça. Et là, on parlait de théorie de l'information, ou de concept de théorie de l'information. La DKL entre P et Q, elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme des PI, donc pour l'ensemble des exemples, l'ensemble des images. Donc là, c'est simple ou exemple. On va prendre les exemples et on va essayer de minimiser PI log de PI sur QI. Donc ça, c'est une sorte de distance, pas une distance parfaite parce que mais c'est l'écart par rapport à T. C'est l'écart de Q, de Q par rapport à la description de T. Et à partir de la L divergence, on va pouvoir définir la cross-entropie et aussi la cross-entropie comme loss function, comme fonction de perte. Voilà, donc merci. Si vous avez des questions, je peux répondre rapidement, mais donc la semaine prochaine, on va appliquer les notions de probabilité que nous avons vues aujourd'hui. Nous avons survolé, parce que ce n'est pas une probabilité, mais donc j'ai jugé intéressant quand même de parler de probabilité avant de l'utiliser. Et puis, c'est dans le livre. Je préférais rester fidèle un peu aux étapes qui se trouvent dans le livre.